Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui je vous propose un voyage dans le temps avec une notion très ancienne, l'harmonie des sphères. Une des figures principales de l'astronomie moderne est Johannes Kepler qui vit au début du XVIIe siècle. Il a montré que les corps célestes gravitent non pas sur des cercles mais plutôt sur des ellipses. Ce qui veut dire par exemple que la Terre suit une forme elliptique autour du Soleil et le Soleil occupe un des deux foyers de cette ellipse. Le corollaire étant que la vitesse de rotation de la Terre varie selon qu'elle soit très éloignée ou très proche du Soleil. Cette description scientifique de ce qu'on peut observer dans le ciel n'empêche pas Johannes Kepler d'avoir écrit en 1619 dans son livre Harmonices Mundi des phrases qui peuvent paraître étonnantes aujourd'hui. Les mouvements du ciel ne sont rien d'autre qu'un chant continu pour plusieurs voix qui se perçoit par l'intellect et non par l'ouïe. Une musique qui, grâce aux tensions dissonantes, aux syncopes et cadences, progresse à travers des cadences à 6 voix préétablies et définit ainsi des repères dans le flux incommensurable du temps. Pour expliquer pourquoi un penseur et un scientifique de la trempe de Johannes Kepler évoquent des sons produits par les corps célestes, il faut remonter à l'Antiquité. Un des personnages principaux de notre histoire s'appelle Pythagore, c'est un personnage un peu énigmatique qui est né vers 580 avant Jésus-Christ à Samos. Vous le connaissez tous évidemment par le théorème qui porte son nom, donc A carré plus B carré égale C carré. Vous le voyez représenté ici dans le célèbre tableau de Raphaël qui s'appelle l'École d'Athènes. Alors, à côté de son fameux théorème, Pythagore est aussi un philosophe pour qui tout est nombre, c'est-à-dire que l'univers entier est structuré par des nombres et donc on peut connaître la vérité sur toute une série de choses par l'étude des rapports numériques qui lient les choses entre elles. Pythagore et toute une série de disciples vont donc étudier les propriétés remarquables des nombres, les nombres premiers, les nombres pairs, les nombres impairs, et puis voir ce que ces nombres peuvent générer. En réalité, c'est le monde, l'ensemble du monde qui est généré par ces nombres. Chez Pythagore, le principe organisateur est la tétrade, c'est-à-dire les premiers nombres de 1 jusqu'à 4, 1, 2, 3, 4, et qui sont symbolisés par une mise en forme pyramidale qu'on appelle la tétractis, qui symbolise justement cette organisation et dont la somme produit 10. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 fait 10, et puis 10 contient le 1, l'unité qui est générateur de toute chose. Alors quel rapport avec la musique me direz-vous? En réalité, Pythagore va se rendre compte que ces nombres 1, 2, 3, 4 génèrent également les principaux intervalles de la théorie musicale grecque. Cette anecdote est racontée notamment par Nicomaque de Géras dans son manuel d'harmonie. Voici comment Pythagore, à ce qu'on affirme, s'y est pris pour s'en rendre compte. Un jour qu'il se promenait, il vint à passer par une coïncidence providentielle devant un atelier de forgeron et entendit très distinctement des marteaux de fer frappant sur l'enclume et donnant pêle-mêle des sons parfaitement consonants entre eux à l'exception d'un seul couple. Il reconnut parmi ces sons les consonances d'octave, de quinte et de quarte. Rempli de joie, il entra dans l'atelier comme si un dieu secondait son dessein et, au moyen d'expériences variées, après avoir reconnu que c'était la différence de poids qui causait la différence de son et non pas l'effort des forgerons, ni la forme des marteaux, ni le déplacement du fer laminé, il releva avec grand soin le poids des marteaux et leur force impulsive qu'il trouva parfaitement identique, puis il rentra chez lui. Cette expérience que vécut Pythagore est relatée dans d'autres manuscrits évidemment ou mis en image par des enluminures comme vous voyez ici. Donc en réalité Pythagore se promène et puis entend un forgeron qui frappe sur une enclume et puis selon la taille des marteaux évidemment les notes changent. Et donc il va calculer ces différents rapports et puis il va faire les mêmes expériences avec des longueurs de cordes. Il va se rendre compte sur un monocorde, donc c'est un instrument de musique, une corde tendue sur un cadre en bois, que des rapports arithmétiques simples donnent naissance aux premières consonances parfaites de la théorie grecque. Alors comment ça fonctionne concrètement? Si vous prenez une corde par exemple de violoncelle ou de violon d'une certaine longueur, on va dire pour notre cas ici 1 mètre, et puis que vous preniez la même corde mais divisée en deux, donc 50 cm, vous allez produire une octave. C'est ce que vous entendez ici, par exemple Do grave, Do aigu. Si vous prenez la même corde de 1 mètre
et puis que vous preniez une corde aux 2/3 de la longueur, c'est-à-dire grosso modo 66 cm, vous allez entendre une quinte, donc Do, Sol. Et puis si vous prenez toujours la même corde de 1 mètre et que vous la coupiez aux 3/4, c'est-à-dire à 75 cm, vous produisez une quarte. Sans connaître évidemment l'acoustique physique moderne, vous voyez que Pythagore a pu de façon empirique montrer le lien entre des intervalles musicaux et puis des rapports arithmétiques simples. Et donc ces rapports arithmétiques simples président à la destinée, à la compréhension du monde, et donc on va faire le lien assez tôt entre la musique et puis la cosmogonie ou la forme de l'univers. Pythagore n'a pas laissé de texte à proprement parler, mais certains de ses disciples, dans les 2 siècles qui suivent, ont mis par écrit notamment cette anecdote qui est bien connue d'Aristote et Platon. Et donc c'est principalement chez Platon que va naître cette fameuse théorie de l'harmonie des sphères. C'est cette croyance en un univers qui est ordonné par des proportions et qui produisent elles-mêmes des harmonies musicales. Cette croyance se trouve chez Platon dans 2 textes différents et puis dans 2 versions différentes évidemment. On a d'abord celle du Timée qui présente la création du monde à la façon d'un monocorde, c'est-à-dire que la place des différentes sphères célestes, donc des planètes en l'occurrence ici, est régie par une gamme musicale. Vous voyez ici une illustration de cette chose qui est beaucoup plus tardive évidemment, qui date de 1616 par Robert Fludd. C'est cette idée que vous avez un monocorde ici, avec une corde et puis une main qui sort du nuage, qui place les différentes planètes, donc Mars, Jupiter, Saturne, etc., à des distances qui sont celles exprimées par les rapports musicaux qui proviennent de la gamme pythagoricienne. À côté de ce premier mythe, vous en avez un second qu'on trouve plutôt dans la République qui s'appelle le mythe de Er. Et c'est cette idée que l'univers est représenté par un ensemble de cercles concentriques. Et sur chacun de ces cercles, vous avez une planète ou les étoiles. Sur chacun de ces cercles aussi se trouve une sirène qui chante une note en réalité. Et puis l'ensemble du chœur de ces sirènes produit une harmonie parfaite qui est donc cette fameuse harmonie des sphères. Sur le haut de chaque cercle se tient une sirène qui tourne avec lui en faisant entendre un seul son, une seule note. Et ces 8 notes composent ensemble une seule harmonie. Pour Platon, on a affaire ici plutôt à un système métaphorique, mais certains successeurs de Platon vont prendre cette lecture au pied de la lettre de façon tout à fait littérale et puis vont penser que évidemment cette harmonie des sphères peut s'entendre. Aristote, quant à lui, est tout à fait opposé à cette idée puisqu'il dit qu'en réalité ces sphères évoluent dans un monde sans friction et donc il n'y a forcément que le silence qui peut se dégager de ces mouvements. Il s'agit donc d'une description de ce qu'on appelle le géocentrisme en opposition à l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre est vue comme le centre de l'univers. Donc vous allez avoir ici la Terre au centre, et puis dans le cercle supérieur vous avez la Lune, ensuite Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, et puis la sphère des fixes, c'est-à-dire la sphère des étoiles fixes qui ne bougent pas. Vous avez d'autres représentations de cette chose-là, évidemment, comme celle assez célèbre avec tout cet ensemble de sphères qui est soutenu sur les épaules du géant Atlas. Ces 2 mythes de Platon, à savoir le créateur qui ordonne l'univers selon une gamme musicale et celui des cercles concentriques, vont petit à petit être fusionnés en une seule histoire et c'est ce qu'on trouve au 1er siècle avant Jésus-Christ chez Cicéron, notamment dans son fameux Songe de Scipion. Ne vois-tu pas le monde entier renfermé dans 9 cercles, ou plutôt dans 9 sphères qui se touchent? La première est la plus élevée, celle qui embrasse toutes les autres, est le ciel lui-même, le Dieu suprême qui modère et contient tout. Au ciel sont fixées toutes les étoiles qu'il emporte éternellement dans son cours. Plus bas roulent 7 globes, entraînés par un mouvement contraire à celui du ciel. À la première de ces sphères est attachée l'étoile de Saturne. Au-dessous brille cet astre propice au genre humain et que nous nommons Jupiter. Puis l'on rencontre Mars à la lueur sanglante, etc. Vous voyez ici, il y a un inventaire simplement des différents cercles de cette harmonie des sphères. Et dans le paragraphe suivant, Cicéron mentionne justement cette fameuse harmonie des sphères. « Je contemplais toutes ces merveilles, perdu dans mon admiration. Lorsque je pus me recueillir. Quelle est donc, demandai-je à mon père, quelle est cette harmonie si puissante et si douce au milieu de laquelle il semble que nous soyons plongés.
C'est l'harmonie des sphères, me dit-il, qui, formée d'intervalles inégaux, mais combinée avec une rare proportion, résulte de l'impulsion et du mouvement des sphères et qui, fondant les tons graves et aigus dans un commun accord, fait de toutes ces notes si variées un mélodieux concert. Et ainsi de suite. Vous voyez ici qu'il est fait mention de différentes vitesses. Évidemment, plus vous êtes proche de la Terre, plus les corps célestes tournent lentement et donc vont produire une note grave. Voilà, c'est comme ça que vous avez différentes hauteurs qui, combinées entre elles, donnent cette fameuse harmonie des sphères. Évidemment, l'oreille humaine n'entend pas cette harmonie. Ce que les philosophes ont avancé comme explication pour ne pas devoir rejeter cette harmonie des sphères est que, évidemment, on entend un son en contraste avec son opposé, c'est-à-dire le silence. Mais comme cette harmonie des sphères est présente déjà dès la naissance, en réalité, l'oreille humaine ne peut plus l'entendre puisque c'est un son continu et donc notre oreille s'est habituée à elle et la supprime de notre perception en réalité. Cette théorie va s'enrichir au fil des siècles jusqu'à la Renaissance. Une des étapes importantes, c'est au IIIe siècle après Jésus-Christ avec Aristide Quintillon qui lui va étendre ce système-là pour inclure les éléments subliminaires, donc en dessous de la Lune, donc proche de la Terre évidemment, avec notamment les fameux 4 éléments, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau, la terre, pour inclure aussi les saisons, pour inclure en réalité toute une série de composantes de notre vie quotidienne. Il va y avoir également aussi une sorte d'analogie entre le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire qu'on va considérer que les comportements humains, donc à l'échelle microscopique qui nous concerne, sont le reflet d'une harmonie céleste. On va petit à petit donc avoir la distinction entre l'harmonie cosmique et puis l'harmonie psychique, c'est-à-dire des différents mouvements de l'âme qui constituent les humeurs humaines. On le voit donc ici sur cette représentation, vous avez une sorte de sympathie entre le microcosme et le macrocosme. Ici c'est une illustration du XVIIe siècle faite par Kirchner en 1650, mais l'idée est assez claire, les rapports qui président au comportement interne du corps que vous voyez ici sont les mêmes qui président à l'évolution des sphères célestes. Cette intégration des différents niveaux dans une même théorie va pousser Boès notamment dans ses institutions musicales, donc c'est grosso modo au début du VIe siècle, à énoncer cette fameuse tripartition de la musique qui va perdurer jusqu'à la fin de la Renaissance, c'est-à-dire la musica mundana, la musica humana et la musica instrumentalis. Alors la musica mundana, la musique du monde, c'est cette fameuse harmonie des sphères. La musica humana, on ne l'entend pas non plus, mais c'est la musique qui est à l'intérieur de nous-mêmes, du corps humain. Et puis la troisième subdivision, la musica instrumentalis, c'est la musique, celle qu'on appelle aujourd'hui musique, c'est-à-dire produite par les instruments ou la voix humaine. Cet ensemble de théories qui lie donc, on pourrait dire, la cosmogonie ou l'astronomie et la musique va passer dans le quadrivium et le trivium, qui est le principal système éducatif en vigueur au Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance. Après quelques périodes où c'est plutôt l'enseignement d'Aristote qui prend le pas sur Platon, à savoir que cette harmonie des sphères est un tout petit peu en retrait, on a une sorte de renouveau de cette pensée de Platon et donc de Pythagore avec ce qu'on appelle les néoplatoniciens. Et puis le plus célèbre d'entre eux est sans aucun doute Marsile Ficin, qui vit au XVe siècle à la cour des Médicis à Florence. Marsile Ficin va élaborer un système complet de sympathie à travers le cosmos. La sympathie, c'est simplement des choses qui sonnent, qui résonnent ensemble, à la façon des cordes d'un violoncelle par exemple. Et donc tous ces éléments vont être liés et peuvent interagir les uns aux autres justement par sympathie. Ce qui veut dire que vous allez avoir comme sur ce schéma tous les éléments qui sont liés entre eux, c'est-à-dire les différents tempéraments sanguins, flegmatiques, les 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu, etc. La voûte céleste aussi, évidemment. Et puis les 4 points cardinaux, les 4 âges de la vie aussi, on peut faire une construction qui présente tous les éléments de la vie en réalité en interaction les uns avec les autres. Cette théorie est quasiment magique à l'époque, ou en tout cas ésotérique, et elle permet par la valeur du symbole d'agir vraiment sur la psyché humaine. Ça veut dire qu'un élément ou un astre ou une saison peut modifier le tempérament humain. Voilà, tout est lié dans une sorte de pensée néoplatonicienne quasi magique.
La musique est intégrée là-dedans avec les modes. Donc les modes, c'est simplement les tonalités de l'époque, donc le mode dorien, phrygien, lydien, qui s'intègrent à cette construction. Ce qui veut dire qu'en jouant une mélodie dans tel ou tel mode, vous pouvez agir sur telle ou telle planète, par exemple, qui va agir sur telle ou telle facette de votre personnalité. Ce néoplatonicisme de la Renaissance s'incarne parfaitement dans ce qu'on appelle le symbolisme musical. C'est cette idée qu'on a un sens caché qui est associé au nombre et qu'on peut donc incarner dans la musique, puisque la musique est évidemment l'émanation de différentes proportions numériques. Vous voyez ici lié toute une série d'éléments, par exemple le sang qui est lié à l'air, et donc les voix musicales vont aussi être décrites en ces termes. Par exemple, la basse, elle sera plutôt froide et mélancolique, alors que le soprano, lui, il est plutôt chaud et colérique. Donc vous pouvez élaborer évidemment toute une série de pièces musicales qui vont avoir différents tempéraments ou différents pouvoirs affectifs sur l'âme humaine. Cette intégration de l'harmonie des sphères et puis de l'harmonie psychique se voit parfaitement dans une illustration qu'on trouve dans un traité de Franchino Gaffurio, qui est un des principaux théoriciens de la Renaissance, avec ici cette idée que l'harmonie est la réunion des contraires à l'intérieur de l'âme humaine. Puis vous voyez sur cette illustration, vous allez avoir à droite les sphères célestes, donc Saturne, Jupiter, etc. Vous avez les modes, les différentes tonalités de l'époque qui sont représentées ici, lydien, phrygien, dorien. Puis vous avez les muses sur la gauche, avec la Terre qui est représentée tout en bas. Certains philosophes vont appliquer une sorte de mysticisme chrétien à cette théorie de l'harmonie des sphères. C'est le cas notamment de Giorgio Anselmi qui écrit un traité De Musica en 1434. L'idée ici, c'est de remplacer ces différents cercles, donc ces différentes sirènes, par des groupes d'anges, donc ce qu'on appelle la hiérarchie céleste. Alors à l'époque, on a découvert une nouvelle planète, c'est-à-dire Uranus, qui porte le nombre de cercles à 9, ce qui va parfaitement bien puisque dans la hiérarchie céleste, vous avez 9 groupes d'anges. Et donc vous avez par exemple les séraphins, les chérubins, les trônes, domination, vertu, pouvoir, principauté, archanges et au final les anges. Vous voyez cette triple hiérarchie céleste, donc en 3 groupes de 3 catégories d'anges représentés ici dans un tableau célèbre de Botticini qui date grosso modo du XVe siècle. Comme je l'ai déjà dit, on n'entend pas cette harmonie des sphères, mais tout cet héritage néoplatonicien ou chrétien via certains philosophes va évidemment inspirer, au point de vue métaphorique évidemment, certains compositeurs de la Renaissance. Le meilleur exemple est sans doute celui de Johannes Ockeghem qui écrit un Deo gratias à 36 voix, donc c'est un canon essentiellement, un peu comme Frère Jacques, mais évidemment plus complexe. Alors pourquoi 36 voix? En réalité, on arrive à 36 par 4 multiplié par 9. Alors pourquoi ces nombres? 9, c'est ce que j'ai dit avant, c'est les groupes d'anges. Donc vous avez 9 groupes d'anges qui chantent à la gloire de Dieu, donc Deo gratias, depuis tous les points du monde, depuis donc les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. La pièce va donc débuter par un canon à 9 voix, donc d'un premier point cardinal que vous pouvez entendre ici. Vous allez avoir les altos, donc de nouveau 9 groupes d'anges qui chantent d'un autre point cardinal, qui font leur propre canon. Ensuite, on aura le groupe des ténors et puis le groupe des basses. Et puis, dans la 5e partie de cette pièce, vous allez avoir les 36 voix qui sont combinées, donc les 4 fois 9 voix qui font un canon gigantesque et qui donnent cette fameuse harmonie des sphères. Évidemment, ici incarnée dans le style de la Renaissance, puisqu'on n'entend pas cette véritable harmonie. La Renaissance,
cette théorie de l'harmonie des sphères est de moins en moins soutenable. On s'approche évidemment des premières révolutions scientifiques du XVIIe siècle et donc des observations plus précises. On a le cas assez célèbre de Tycho Brahe, qui est un astronome danois actif à la toute fin du XVIe siècle, qui, par la construction de nouveaux matériels optiques d'observation, va pouvoir faire des mesures très précises qui vont mettre fin à ce système de rotation de corps sphériques. Le système circulaire implique évidemment une vitesse constante et en réalité on sait depuis l'Antiquité déjà qu'on a des accélérations ou des décélérations dans la rotation de ces corps célestes qu'on a pu observer évidemment, et donc c'est difficilement compatible avec une théorie d'orbite circulaire. On a eu recours à toute une panoplie d'artefacts calculatoires ou géométriques ou mathématiques pour expliquer ces déviances de la règle, mais l'explication a été donnée par Kepler évidemment au XVIIe siècle. Les trois lois de Kepler expliquent l'ensemble des mouvements de la voûte céleste, mais malgré tout Kepler est attaché à cette tradition pluriséculaire de l'harmonie des sphères, et donc il va essayer dans son fameux livre de 1619 d'adapter cette pensée aux nouvelles lois et notamment à la rotation en ellipse et puis au fait que les vitesses ne sont pas constantes sur des orbites qui sont non circulaires. Donc au lieu de produire une seule note, en réalité une planète va produire une sorte de continuum entre la fréquence au moment où elle a une vitesse plus lente et le moment où elle a une vitesse plus éloignée. Donc en réalité, une planète va produire plutôt un intervalle au lieu d'une seule note comme c'était le cas auparavant. Vous voyez ici notamment, si on prend le cas de Saturne, elle va faire une tierce, Sol, La, Si, au lieu d'une seule note fixe. Jupiter pareil, et puis Mars, elle, fait un peu plus de notes puisqu'elle n'a évidemment pas les mêmes vitesses et distances que les autres, et puis Mercure encore plus. Cette théorie de l'harmonie des sphères naît donc il y a très longtemps dans l'Antiquité pour fournir une explication de la création du monde et aussi des différents mouvements qu'on peut observer dans la voûte céleste. Elle s'est évidemment enrichie au fil des siècles pour donner au début de la Renaissance une théorie qui permet d'expliquer à la fois les mouvements de la voûte céleste et puis les mouvements internes de l'âme avec cet aspect symbolique et quasi magique qu'on peut trouver chez les néoplatoniciens. C'est donc évidemment une théorie extrêmement séduisante, surtout pour les musiciens, avec ce lien des intervalles musicaux et puis des différents mouvements de l'âme et du monde. L'harmonie des sphères disparaît évidemment avec la révolution scientifique, mais elle reste quand même un marqueur assez fort de notre culture gréco-latine occidentale. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.